Ouais, c'est bon, je crois. Ouais, normalement, c'est bon. Ouais. C'est bon. Ben, déjà, merci pour votre participation et merci d'avoir répondu présent ce soir pour cette session qui va être intéressante, qui va parler, on va discuter un petit peu sur une introduction sur le cloud public, le premier cloud public qui a été créé, qui a été né, il a vu le jour, donc c'est AWS en 2006, ou plutôt, oui, c'est en 2006, puis les autres cloud providers et les autres donc fournisseurs digital comme Microsoft et Google, ils ont donc créé leur propre cloud public après AWS. Je vais commencer par une petite introduction sur mon profil. Ben, moi, c'est Romain Jbili, je suis architecte cloud et DevOps. Et donc, je gère tout ce qui est infra as code pour les clients surtout en France, surtout les clients français. Donc, je les aide à provisionner leur infrastructure, je les aide à faire une migration du on-premise, c'est-à-dire de leur data center local vers le cloud en choisissant les bons services, en leur donnant les architectures adéquates à leurs besoins et en faisant avec eux, bien sûr, en leur donnant donc des conseils pour replatformer leurs applications pour être bien sûr adaptés au cloud. Voilà, donc je suis certifié AWS architecte et récemment aussi donc j'ai obtenu la certification cloud architecte de GCP et avant donc je travaillais un petit peu sur du Azure et j'étais aussi certifié MCT, Microsoft Certified Trainer. J'ai eu pas mal d'expérience avec des multinationales au Maroc et hors Maroc, au Canada précisément. Et voilà, donc en gros, donc j'ai à peu près 14 ans d'expérience et précisément dans le cloud, j'ai 8 ans d'expérience. Voilà. Bon, voilà, donc on va commencer par le sommaire, bien sûr. On va parler dans un premier temps sur une définition d'AWS, puis un cloud, qu'est-ce que le cloud model? Le cloud model, puis le modèle de responsabilité du cloud, et on va faire le focus dans cette séance sur deux services, les premiers services qui ont été lancés par AWS. Le premier, c'est AWS EC2. Le deuxième, c'est AWS S3. Et bien sûr, on va passer à la sixième section, qui est donc la section préférée de tout le monde parmi nous, c'est le démon en live. On va faire un petit lab pour explorer AWS, précisément à EC2, créer un serveur, un premier serveur sur AWS avec EC2. Puis on va explorer aussi le S3 et on va faire une démo pour la partie DevOps CI/CD, comme ce qui a été demandé par Nabil avant cette séance. On va essayer de faire un petit lab là-dessus. Bon, AWS, c'est quoi? Ben, c'est bien sûr Amazon, c'est l'abréviation bien sûr de Amazon Web Service. C'est la plateforme cloud la plus complète pour l'instant et la plus largement adoptée au monde. Actuellement, elle propose plus de 175 services managés, couvrant un large éventail de besoins, allant du stockage, par exemple, à des bases de données managées, bien sûr des services IA, intelligence artificielle, aussi de la sécurité et j'en passe. Actuellement, sur AWS, quel que soit votre métier, vous pouvez utiliser AWS, que ce soit donc une startup, que ce soit un centre d'appel même, que ce soit bien sûr donc des sites ou bien des plateformes e-commerce pour faire de l'e-commerce. Donc AWS, elle propose des services mémoire, des services armoire, pardon, donc, adaptés à chaque client et à chaque type de métier. Et actuellement, bien sûr, des milliers de clients dans certaines des startups les plus dynamiques au monde, de très grandes entreprises et des agences fédérales même, de premier plan, utilisent AWS pour réduire les coûts, bien sûr, gagner en agilité et innover plus rapidement. Donc, AWS, qu'est-ce qu'elles offrent quels sont plutôt les points forts du cloud en général et d'AWS? Parmi les avantages, donc, on trouve en premier lieu l'agilité. Avec AWS, bien sûr, donc, les entreprises permettent de se développer, tester et déployer des applications rapidement grâce à une large gamme de services
et une infrastructure mondiale, bien sûr, qui est globale, et les entreprises peuvent expérimenter de nouvelles idées, donc, sans attendre des semaines à acheter du matériel, des serveurs, acquérir des data centers. Donc, l'avantage de l'agilité, c'est un déploiement rapide des applications, adaptation aux évolutions du marché, un large choix de services, bien sûr. Bien sûr, il y a aussi l'élasticité. Ça veut dire que les entreprises peuvent donc acquérir, ajouter des services, ajouter des serveurs ou bien supprimer des serveurs à tout moment. Donc, c'est ça l'élasticité. Par exemple, prenons l'exemple d'une entreprise qui fait du e-commerce. Donc, qui fait du e-commerce et lors du Black Friday, on connaît tous que les sites web vont accepter des centaines, voire des milliers et des millions de requêtes par seconde, peut-être. Donc, ces entreprises-là, avec le cloud, avec un seul clic, ils peuvent ajouter des centaines de serveurs sur AWS. Par contre, sur le modèle legacy, avant, sur un data center physique, ces entreprises-là, ils peuvent pas donc acheter donc 100 serveurs pour cet événement-là. Donc, c'est vraiment un gaspillage de coûts, car après le Black Friday, bien sûr, ils n'auront plus besoin de ces serveurs-là. Et là, donc, ils vont tomber dans un problème de gaspillage de coûts et bien sûr, dans ce cas-là, le cloud, il est bien. Et donc, c'est la meilleure solution pour ces types d'entreprises, bien sûr. Et bien sûr, on parle aussi de la réduction des coûts. Avec AWS, les entreprises n'ont plus besoin d'investir dans du matériel coûteux. Donc, actuellement, avec le cloud, les entreprises payent uniquement pour ce qu'elles consomment, ce qui élimine bien sûr les coûts initiaux élevés et optimise les dépenses, bien sûr. Et on parle ici de la facturation à l'usage. C'est du pay as you go. Donc ça, c'est le mode de facturation du cloud. C'est comme la facture de l'électricité ou bien de l'eau. Donc si, bien sûr, j'utilise le cloud, si ma machine ou bien mon serveur est allumé, je vais payer. S'il est éteint, bien sûr, ou bien supprimé, donc je ne paierai rien. Contrairement à un serveur physique, je vais l'acquérir. Par exemple, si j'ai une baisse de charge, même s'il est éteint, le serveur nous coûte de la licence. Une licence matérielle, une licence logicielle, une licence VMware, une licence des systèmes d'exploitation et j'en passe. Voilà. Après, on a la globalité. Qu'est-ce que la globalité dans le cloud? Actuellement, le cloud, ils utilisent, que ce soit AWS ou les autres providers, les hyperscalers, utilisent en mode régional et global. C'est-à-dire, AWS, elle a plusieurs data centers répartis dans le monde entier, dans les 5 continents, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. D'accord? Et d'autres, bien sûr, coins. Ces régions-là, donc, ils sont disponibles dans la console AWS. Par exemple, actuellement, j'ai un startup qui va démarrer juste en local en France. Moi, je vais installer cette application dans un serveur. Je vais choisir la région France, Paris. Après, donc, j'ai donc une augmentation de demande des clients qui sont hors France et hors Europe même, qui sont basés, par exemple, en Amérique. Avant, bah, il fallait bien sûr aller aux États-Unis, donc acquérir des locaux, des data centers, bien sûr, pour déployer mon application et donc louer peut-être des plateaux ou bien des bâtiments pour que mon application soit disponible à mes clients qui sont basés aux États-Unis ou bien en Amérique. Avec AWS, bien sûr, donc on n'a pas ce problème-là. On va plutôt faire un déploiement rapide dans la région US. Et bien sûr, j'aurai mon application qui est disponible dans le continent américain, donc sans problème, sans facturation supplémentaire. Et depuis la France, bien sûr. Voilà. Maintenant, passons au cloud model. Sachant il faut savoir que le modèle du cloud, il se repose sur trois modèles, trois types de modèles, qui est le IaaS, le PaaS et le SaaS. Premièrement, le One-Promise. Le One-Promise, c'est le serveur local. C'est un serveur physique qu'on achète, qu'on met dans dans notre entreprise. Dans ce serveur physique, comme j'avais précédemment cité,
Ben, je vais gérer donc la partie network, storage, serveur, physique, virtualisation, OS, middleware, puis data et l'application. C'est-à-dire, lorsque j'achète un serveur physique, ben, j'achète avec lui donc une licence, que ce soit un serveur Dell ou bien HP, Lenovo ou IBM. Je vais acheter bien sûr le serveur qui va contenir une quantité de mémoire, une quantité de stockage, de CPU, ainsi de suite. Et aussi, je vais avoir une redondance au niveau de la carte réseau. Et bien sûr, suite à cet achat de serveur, je dois impérativement acheter une licence, m'inscrire je dois s'inscrire avec le provider de ce serveur et acheter une licence qui va être renouvelée chaque 3 ans, par exemple, ou bien chaque 5 ans. Cette licence, donc, elle est coûteuse, bien sûr, car si j'achète pas cette licence ou bien si elle est expirée, je ne bénéficierai jamais plus ou plus, donc je ne vais plus bénéficier d'un support de ce provider, de Dell. Lorsque la licence va expirer de ce serveur physique, je vais appeler Dell, ils vont voir que, ou bien HP ou bien IBM, ils vont voir que mon serveur n'a plus de licence de garantie, licence de support. Ils ne vont pas donc traiter ma demande. D'accord? Donc, après la partie matérielle, bien sûr, on va tomber sur la partie virtualisation. Il faut acheter une licence de virtualisation, que ce soit Hyper-V ou bien VMware, ainsi de suite, ou bien Citrix. Et ce serveur-là, je dois lui donner une redondance, c'est-à-dire donc un seul serveur ne suffira pas. Si le serveur 1 tombe en panne ou bien va devenir hors service, il doit bien y avoir un autre serveur qui prendra le relais. Donc, je dois acquérir deux serveurs avec deux licences, avec bien sûr une configuration de virtual machine qui doit être redondée, avec une activation du fault tolerance ou bien du haute disponibilité, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des coûts donc, supplémentaires à l'entreprise, bien sûr. Et dans le cloud, on a trois modèles, comme j'avais dit. Il y a le IaaS. Le IaaS, donc, la partie networking, storage, serveur et toute la partie hardware, elle est managée par le cloud provider qui est AWS. Et moi, de mon côté, je vais me concentrer sur l'OS de mon serveur, de ma machine virtuelle qui est sur le cloud, du middleware qui va donc, bien sûr, de middleware applicatif comme Apache, comme Nginx, comme les frameworks, ainsi de suite, le runtime, la data, puis l'application. Moi, je vais me concentrer sur toute la couche allant de l'OS vers l'application. Ça, c'est le modèle IaaS. Elle est représentée sur AWS par le service instance EC2. D'accord? Puis on a le deuxième modèle qui est le pass. Ben, avec le pass, c'est totalement différent. On ne va pas, bien sûr, gérer la partie hardware et même la partie OS et middleware. On va gérer que la data. On va se concentrer sur notre job pour la data, pour gérer la data et l'application. Comme l'exemple d'une base de données managée. Par exemple, sur AWS, on a la possibilité d'avoir une base de données qui est managée. On va créer un cluster database, MySQL ou bien Postgres ou autre, et je vais bien sûr me concentrer sur la data, sur les tables, sur les databases dedans de ma base de données. Donc, je ne vais pas donc aller gérer ou bien manager le support de l'OS de cette base de données ou bien le matériel. Ça, c'est géré par AWS, bien sûr. Et il y a le troisième modèle qui est le SaaS. Ça, donc, c'est totalement géré par le provider, allant du network jusqu'à l'application. C'est comme le cas du Office 365, de Gmail, par exemple. Dans ce modèle-là, donc, on n'utilise que notre boîte mail. On ne va pas configurer la taille de stockage, par exemple, ou bien on ne va pas configurer la taille de mémoire, ainsi de suite, la RAM, le CPU, ou bien sûr l'OS qui fait tourner cette solution. Tout ça, c'est managé par le cloud provider. Voilà. Et Alors, juste, voici. Oui. j'aimerais juste récapituler en fait. Là, normalement, Mhm. c'est-à-dire qu'on a le IaaS qui est l'infrastructure as a service, le PaaS qui est le platform as a service et le SaaS qui est software as a service. On va prendre l'exemple, je crois que, vu que moi, en tant que pre-sales, on a un client qui souhaite Mhm. avoir une solution pour l'email. D'accord?
Bah, le D'accord? client, il ne peut partir, je crois que sur la première qui est en prime, c'est-à-dire il doit acheter un serveur, il doit installer. Ouais. Tu m'entends pas, Hamza? Allô? Non, si tu peux mettre le micro en ville, Là, tu Ah, m'entends c'est un mieux? peu loin. c'est un Là, peu c'est loin, mieux? oui. Là, c'est Hmm. mieux? Est-ce que là, c'est mieux? Beaucoup Oui, mieux, c'est ouais. mieux là. OK. Alors, je disais que dans notre cas, par exemple, on a un client qui souhaite avoir une solution pour son email. Mhm. On a quatre possibilités. La première possibilité, c'est qu'il achète un serveur, il achète une licence Windows, il installe un Exchange et c'est à lui de gérer le serveur en cas de panne ou quoi que ce soit. La redondance aussi, il doit acheter un deuxième serveur pour assurer la redondance au cas où le premier serveur tombe en panne. Ça veut dire que le client, Oui, il s'occupe de tout. oui, La deuxième, c'est Infrastructure as a Service. C'est qu'à la base, c'est quoi? C'est qu'un client qui doit louer tout simplement un serveur, c'est un constructeur. C'est-à-dire que avec l'adresse IP, tu peux accéder à ton serveur et c'est à toi d'installer le système d'exploitation, de choisir oui, l'application, par exemple, comme Exchange, d'installer Windows, d'acheter la oui. licence Windows. Dans tous les cas, ce que tu as, c'est une infrastructure qui est un serveur, plus un switch, plus une baie de stockage si on a besoin de stocker les données. Mhm. Ouais, Et Platform as a Service, c'est comme si, en fait, le cloud provider, qui est dans ce cas-là AWS, il va m'offrir un serveur installé avec un Windows, installé avec Exchange dessus. C'est ça? oui, Et oui. c'est à moi de gérer les utilisateurs et tout pour pouvoir Exactement, oui. créer les emails. Exactement. D'accord. Et Software Oui, as a Service, c'est que je peux faire comme moi, ce que j'aime faire, c'est tout oui. simplement partir sur Gmail. Tu Exactement, oui. peux même contacter Gmail et avoir, à la place d'avoir Mhm. une adresse qui est Le domaine. plutôt gmail.com, tu peux avoir Exactement. le nom de l'entreprise xyz.com. Monentreprise.com, oui, Et c'est je m'en ça. fous complètement. J'ai pas besoin de recruter un ingénieur. J'ai pas à Voilà. m'assurer que les données vont se perdre ou pas parce que je sais que Google, dans ce cas-là, il va s'occuper de tout. Exactement. Ouais. Moi, je sais envoyer un email, recevoir un email et je m'en fous du reste. Donc, Exactement. c'est Comme ça. comme tu viens de présenter, Nabil, c'est un exemple qui est concret. Avant, donc je peux dire 2006 jusqu'à 2014, on entendait des postes comme administrateur ou bien ingénieur Exchange. Cet administrateur Exchange, il doit bien sûr gérer, d'administrer la solution Exchange OnePromise, bien sûr, qui va être déployée sur du virtualisation ou bien directement sur le hardware. Et il va travailler que sur ça. Donc maintenant, avec le cloud, donc on n'aura plus besoin de ces profils, on peut dire. Dans la plupart des cas, donc on utilise du Office 365 ou bien du Gmail, comme tu viens de citer. Et donc, au lieu d'avoir peut-être une équipe de 6 personnes qui va gérer le mailing, j'aurais donc besoin de recruter juste une seule personne qui va gérer juste les mailing lists et les autorisations de mes utilisateurs, tout simplement. Il ne va pas donc gérer la partie matérielle, mise à jour OS, mise à jour de la solution en elle-même. Tout ça, c'est fait par Microsoft ou bien Gmail. Oui, OK. en Et là phase. maintenant, AWS, ils peuvent proposer un service Microsoft Exactement. 365. Oui, ils peuvent plutôt Exchange, pas Microsoft Office 365. Donc, D'accord. la Exchange partie Exchange Authentics. en ligne. Oui, c'est OK. ça. OK, ça marche. Je crois que c'est très clair. Mais c'est ouais, sur la partie mailing, j'avoue que donc Microsoft 365 et Gmail ont l'exclusivité, on peut dire. Ouais. Pour C'est ça beaucoup mieux, AWS, plus simple. Ouais. ils utilisent juste des templates de machines virtuelles qui offrent l'exchange en ligne ou bien OK. Microsoft en ligne. Si Voilà, c'est, tu as en une face. question? Oui, j'ai une question, mais bon, il a dû toucher à la question, mais je sais pas encore clair. Je vais reposer la question. Alors, bonsoir, monsieur le Ahmed. présentateur. Bonsoir. Oui. Alors, le modèle SAS, par exemple, je me réfère toujours à Azure. Quand on se réfère à l'application du modèle SAS, on sait très bien, c'est le fameux Office 365. Si on Exactement, oui. essaie de faire un parallélisme chez AWS, par exemple, quand on prend Ouais. le SaaS, par exemple, chez AWS, quelle est l'application de ce modèle-là, par exemple? Quelle est Bah, hein?
Ben, il n'y a pas, donc c'est une exclusivité. Donc, il peut pas. Donc, Office Microsoft 365, c'est C'est du Microsoft. du Microsoft. On est bien d'accord. Pour Amazon, vous pouvez créer des exchanges 2020, je ne sais pas donc la version actuelle. Vous pouvez créer des machines virtuelles sur lesquelles le framework est déjà installé, tout simplement. Mais Amazon paye des licences à Microsoft car c'est une exclusivité. Donc, ce n'est pas un produit. Donc, elle utilise des templates, des serveurs sur lesquels ils sont préconfigurés que vous pouvez utiliser sur l'Amazon EC2 par exemple, Voilà, dans ce cas-là, depuis le market. dans ce cas-là, autant client, je préférais avoir un Exactement, cloud, c'est Azure plus que AWS, hein. exactement, oui. Normalement, c'est vu que qu'on utilise des PC Windows 11, ben, c'est mieux d'avoir cette solution avec Microsoft. Avec AWS, donc c'est autre chose. Donc c'est pour les applications ERP par exemple, les applications des entreprises, les applications Quels Big sont les Data. services les plus utilisés chez AWS? Ah, il y a EC2, il y a donc les RDS, les bases de données managées, il y a les CDN, les Cloud Front. Vraiment, on parle plus des services, on parle du DevOps. On parle du DevOps, par exemple, une entreprise qui va digitaliser son infrastructure, un site web d'une entreprise qui est sur le OnePromise. AWS, il est plus adapté. Les amis, Pardon? mettez-vous sur mute, oui. Ah. Alors, je vais noter. Ouais, continue, continue. Par exemple, Active Directory, on ne va pas la trouver chez AWS. AWS utilise juste le service manager d'Active Directory. Elle va donc gérer le serveur, donc l'OS, ainsi de suite, mais la solution, c'est Active Directory. Donc, elle va t'offrir juste le modèle pass de l'Active Directory, Ça entre veut dire parenthèses. on va t'offrir une machine virtuelle avec un Windows installé Exactement. dessus et c'est à toi de faire ce que tu veux. Tu veux installer C'est ça. Exchange, tu installes Exchange. Tu veux installer Active Directory, tu installes Exactement. Active Directory. Voilà. Mais Exactement. la solution complète, c'est une solution Microsoft. Il faut contacter Microsoft si tu veux l'application complète, quoi. C'est ça, oui. Oui, il y a une Ben, personne qui souhaite poser une question. Oui, pardon. Merci pour la présentation tout d'abord. Donc, j'ai une question concernant la partenariat qui est fait entre AWS et Orange actuellement pour l'hébergement des services AWS actuellement au Maroc. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans ces services-là, ou bien quelles sont les solutions, ou bien qu'on peut héberger avec cette partenariat. avec cette partenariat d'Orange. Oui, Bah, je crois c'est que Wavelength. Orange utilise en background, elle utilise AWS, tout simplement, pour offrir un cloud privé, peut-être d'Orange. Donc Non, là, je parle actuellement de la partenariat Wavelength pour. bah, je ne connais pas ça. Donc, il y a plusieurs partenariats. Il y a partenariat VMware, il y a partenariat Orange, il y a partenariat peut-être IAM, Maroc Telecom. Tout Mais dépend qu'est-ce pour... qu'ils ont dans le contrat, hein, ouais, j'imagine. D'accord. S'ils souhaitent, par exactement. exemple, offrir des solutions cloud pour les clients finaux, d'accord? C'est que, par exemple, Ouais, je crois que Microsoft, plutôt Maroc Télécom essaie de faire ça, c'est que tout simplement, ça donne accès, ils ont besoin d'une interface pour qu'un simple utilisateur puisse avoir une machine virtuelle pour un prix symbolique, je ne sais pas, de 20 dirhams par mois, exactement. Ouais. tu peux avoir une machine virtuelle. Ça doit être ça. C'est que tout simplement, tu as accès à l'environnement AWS via le portail Orange. D'accord? Exact, ouais. Genre, Orange, il joue le rôle de revendeur. Maintenant, ça, c'est l'explication technique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? Tout dépend s'il y a de contrat. Si la Le contrat personne, entre il les n'est deux. Ouais, pas, voilà, si la personne, il n'a pas travaillé sur le contrat ou on n'a pas le contrat, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Peut-être, je ne sais pas. Ça dépend du marché. Par exemple, moi, si tu me poses la question, moi, je gère le marché nord-ouest africain. D'accord? ouais. Je ne sais absolument pas qu'est-ce qui se passe au Maroc. Peut-être c'est la même chose que pour Lokman parce qu'il gère le marché en fait France, je crois. Alors, on n'est pas vraiment en mesure de répondre à cette question si on n'a pas l'offre en elle-même, qu'est-ce qu'il y a dedans. Par contre, l'idée, elle est là, hein. C'est que les constructeurs, ou plutôt les providers d'Internet, et là, comme Orange, en fait, ils souscrivent c'est un cloud provider pour pouvoir offrir des services cloud à des clients finaux, tout simplement. Ouais. Et j'ajoute qu'il y a plusieurs contrats de, par exemple, partenariat.
Par exemple, tous les cloud providers, que ce soit Azure, que ce soit AWS, que ce soit Google Cloud, que ce soit Oracle Cloud, ils ont des milliers de partenariats. Prenons l'exemple des partenariats matériels. Par exemple, dans un data center AWS, dans une région sur laquelle tu vas choisir de déployer ton application, dans un data center immense, vraiment immense. Vous pouvez donc taper ça sur Google et vous allez voir la data center réelle des cloud providers. Ils ont des serveurs physiques, tout simplement des serveurs physiques, que ce soit des serveurs Dell, des serveurs HP, des serveurs IBM. Donc ça, c'est une contrat comme vous venez d'en parler, d'Orange, avec Orange. C'est à peu près c'est la même chose. Oui, Il y a plusieurs. oui, oui, pardon, parce que vous Ouais, avez parlé d'exchange. C'est pour cela que j'ai oui. posé la question. Ah oui, 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 C'est avec la partenariat actuel, est-ce qu'on peut faire l'hybridation d'exchange? Par exemple, si on a une exchange en promise, oui. c'est avec cette partenariat, on peut faire Oui, vous une pouvez partie de faire cloud. un exchange. Si vous avez un exchange sur le OnePromise, par exemple, vous avez plusieurs nœuds, vous pouvez donc diminuer le nombre de nœuds qui sont sur le OnePromise et ajouter des nœuds sur le cloud AWS. Voilà, vous avez un modèle hybride entre le OnePromise, qui est votre data center local, et le cloud sur plusieurs régions, par exemple. D'accord? Par exemple, D'accord. si j'ai dans le cas d'Orange, par exemple, ils peuvent utiliser AWS pour héberger ce exchange, des nœuds en Europe, des nœuds par exemple en Afrique, des nœuds en Amérique, comme ça pour que chaque client puisse interroger donc les nœuds exchange qui sont proches de lui. Par Sinon, Oui, on exemple. peut oui, tout simplement directement exactement. souscrire, c'est AWS, hein. Ouais, ouais, Oui, exactement, parce que vous savez que actuellement, avec ces données-là, on ne peut pas aller jusqu'à d'autres régions. ouais. Il faut qu'on reste dans notre région vous savez Oui, que c'est pour, ouais, Exactement. Il y a c'est des légal. contrats comme le RGPD, par exemple, en Europe. exactement, ouais. C'est pour ça que je Exactement. pose la question. Donc, avec les services qu'on va avoir actuellement avec cette partenaire, est-ce qu'on a Ouais. exactement ça ou non? Bah, je sais pas, donc il faut voir avec Orange ça. Donc, Ah, d'accord. j'ai pas Mais je dit crois que ce qu'ils ont, ils essaient de faire, effectivement, c'est juste tout simplement essayant partenariat pour les clients. voilà, voilà, d'appliquer la C'est ça. loi, exactement comme Mahmoud l'a mentionné, la 0809, ou toute Ouais. loi, ça dépend, ça peut être un autre pays, hein. Parce que là, maintenant, bien sûr, il y a des pays qui obligent les fournisseurs d'accès et les cloud providers qu'ils aient accès et le contrôle sur le données du pays, hein. Ouais. Parce que Exactement. Là, on en a parlé, je crois, pour la première session, et là, on parle de la souveraineté, bien sûr. Il de y a la des clouds souveraineté, souverains. exactement les Ouais. deux. Il y a des clients qui ne souhaitent pas aller sur du cloud carrément. Les grands clients multinationaux, il faut savoir qu'ils n'utilisent pas à 100% le cloud. Mais non, ça c'est faux. Ils utilisent des modèles hybrides, c'est-à-dire il y a Exactement. impérativement une partie qui doit être en data center local pour des données critiques, pour des données très très confidentielles, hautement confidentielles. Donc ils ne doivent pas Exactement. Par que exemple, les banques, ces oui. données doivent pas être mises sur le cloud public. Et ils utilisent parfois des clouds privés. Le cloud privé, c'est un OpenStack sur des data centers locaux hébergés sur site. Voilà. Exactement. Normalement, même en termes de chiffres, c'est que les clouds publics, en fait, on en trouve de moins en moins de demandes pour les clouds publics. Maintenant, effectivement, le modèle le plus utilisé dans les entreprises partout dans le monde, c'est que les données les plus sensibles de l'entreprise, on les laisse Ouais, on-prime, ça veut dire voilà. dans un cloud privé dans l'entreprise. Les données qu'on se permette de circuler sur Internet, on les utilise sur un cloud public en mode hybride. D'accord? Ça veut dire que par exemple, pour les données, on peut traiter les données on-prime et par la suite, le backup ou l'archivage, on peut le faire sur le cloud. Et comme ça, on est sûr d'avoir, par exemple, les deux copies des données. Ou bien, comme j'ai dit, des données qui sont très, très sensibles, qu'on n'envoie surtout pas en cloud. Et les services Ouais. qui sont facultatifs, on peut, par exemple, pour question de coût, les faire tourner sur un cloud public. C'est pour cela, monsieur, lorsqu'on parle de service, par exemple, si on va utiliser le AWS, Ouais. euh, par exemple, dans la partie Exchange, on est amené de choisir Microsoft parce qu'il a une partie de classification, ce qu'on appelle les DLP, et voilà Ouais. exactement.
Donc, ça nous permet de bénéficier d'une pack tout entier. C'est oui, qui sera difficile pour le service qu'on choisit sur AWS. C'est pour Ouais. cela, donc, je ne sais pas exactement les services s'il va nous Ben, offrir ça ou pas. pour AWS, il y a le service manager. Ça, c'est le workmail, par exemple. Le workmail, donc c'est un équivalent, c'est du Zabbix, par exemple, qui est utilisé et vous pouvez donc l'utiliser. Il est moins utilisé que, bien sûr, le Microsoft Exchange en ligne, qui est le Microsoft 365. Car c'est le C'est pour la premier. partie classification, c'est ça? Non, pas classification, mais le mail-in. Donc, Ah, exact. client mail, C'est l'équivalent de client de web. Exchange. Exactement, Exchange en Ouais. ligne. Ah, d'accord, d'accord. Je comprends. C'est Amazon Workmail. D'accord. C'est bien noté. Donc, Ouais. merci pour votre réponse. Avec plaisir, avec grand plaisir. Donc, on va continuer, bien sûr, pour passer à la démo. Ouais. Bah, On ouais. va. Peut-être peut-être qu'on pourrait mettre ça Ouais, ouais, d'autres démonstration aussi, séances. hein. Ouais, Ouais, bien d'accord. sûr. Juste une question, Donc, Lokman, voilà. Donc, avant oui, d'avancer, si vous permettez. ouais, Donc, bien sur sûr. la partie data, sur la partie SaaS. Donc, Oui, sachant que ce sont des données qui sont propres aux clients, j'aimerais juste oui. savoir comment cette partie est proposée par AWS pour le modèle SaaS. Partie data sur le modèle SaaS. Par Exactement. exemple, sur S3, S3, on peut utiliser donc on va voir ça ensemble. Un mode qui est, on peut dire SaaS, entre pass et SaaS, normalement. Et donc, vous pouvez uploader, downloader vos données, donc gérer les permissions de vos données, ainsi de suite, tout simplement. Maintenant, Donc, les données, voilà. est-ce qu'il reste chez AWS? Si jamais, par exemple, moi, voilà, je veux plus souscrire avec AWS, qu'est-ce qu'on fait avec les données, les data clients? Ben, normalement, on doit donc, normalement, ils sont écrasés, car une fois donc la souscription est écrasée, toutes les données sont écrasées, tout simplement. Car la partie data, elle est gérée par le client, normalement. Non, mais Donc, quand on parle de la partie SaaS, parce que là, on part la surtout. partie SaaS, la partie SaaS, c'est les webmails, normalement. Et si Les on a webmails. ERP, par exemple, un Un ERP, Un oui, ERP, il va utiliser des mots de passe, par exemple, des mots de passe. La data, elle est sur des EFS, sur des services managés, sur des S3, par exemple, qui est managé. On doit nous-mêmes, donc, uploader, écraser ces données manuellement ou d'accord. bien via des scripts. C'est à On le doit client d'uploader et écraser, de supprimer ouais, ces données. avec des Clair, très scripts clair. Terraform, par exemple. Ouais. Le modèle infra. Actuellement, il faut savoir qu'on utilise dans le monde DevOps ou bien cloud, on utilise du infrastructure as code. On ne va pas s'amuser à cliquer pour créer des services, des VM, des bases de données. On utilise du code, du infra as code. On développe l'infra. On va pas, c'est comme on utilise des templates de script, des stacks, qui va déployer toute l'infrastructure en un seul clic. D'accord? Et une fois terminé, bien sûr, avec un seul clic, je vais écraser tout l'environnement, tous les environnements, tous les services avec leur data. Ça, c'est la responsabilité du client, bien sûr. C'est pas la responsabilité d'AWS. Très clair, merci. Mais en fait, l'écrasement, ça veut dire qu'on supprime juste le link entre Non, non, les données. les données tout entier, c'est ça? Mes données d'application. Oui, les données, Ah, c'est-à-dire les Lequel- clients, par non, exemple. je dois comprendre qu'est-ce que tu veux dire par les données. Anna, je t'explique, Lokman. Par exemple, Mhm. on a dans le cadre de RP, moi, j'ai des clients, Oui, d'accord? J'ai des clients avec leur numéro de téléphone, leurs adresses email et oui, des oui, informations sensibles pour des clients. Alors, pour les utiliser dans mon ERP, bien sûr, je vais saisir ces données ou je vais les uploader depuis mon cloud privé oui, vers oui, AWS. Maintenant, moi, je veux arrêter mon service avec AWS, oui. d'accord? Mais Euh, déjà lorsque tu vas faire ces données, tu vas les livrer sur des services AWS, tu acceptes que ces données-là soient mises sur AWS, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je Ouais. parle quand je veux arrêter la souscription avec Bah, AWS. tu arrêtes la souscription, tu désactives les services qui sont utilisés par cet ERP en termes de stockage, de base de données, ainsi de suite. Ils sont écrasés. Tu archives en local tes données et voilà. Donc tout est écrasé. Tout est écrasé par AWS. Ouais, ouais. Tu vas rien trouver sur AWS.
C'est très simple. Ok, super, Donc, on merci. va faire un test pour voir. On va faire Mm. un test, on va explorer S3 et vous allez voir. D'accord? Donc, pour la comparaison des modèles, bien sûr, le IaaS, le PaaS et le SaaS, On a déjà bien expliqué, je crois, ça. ouais, Ouais. ouais. Là, c'est un modèle de responsabilité partagée. Donc, bah, ça aussi, donc, on l'a expliqué un peu. Donc, pour la responsabilité d'AWS, il y a le calcul, le stockage, la base de données, la mise en réseau, les régions, bien sûr, les data centers qui sont redondés, les zones de disponibilité. Car sur une région, on peut voir jusqu'à 3 zones de disponibilité. Sur Paris, par exemple, on peut voir 3 data centers qui sont immenses. Un Paris 1, Paris 2, Paris 3. D'accord? Sur la région France, Paris. Et ces data centers, ils sont séparés entre elles par une distance de 200 jusqu'à 100 km et ils sont extrêmement redondés et ils ont des bandes passantes qui sont très disponibles. D'accord? Et pour la responsabilité côté client, bien sûr, c'est là, les données clients, c'est la responsabilité du client, c'est-à-dire que moi, j'ai une donnée sensible qui ne doit pas être mise sur le cloud public. La sécurité, la responsable sécurité m'a informé que que cette donnée, elle ne doit pas être mise plutôt sur le cloud public, elle doit rester en local. Et moi, donc, j'ai négligé son information ou bien sa validation. Je l'ai mise sur le cloud. Moi, je suis responsable de cet acte. D'accord? La plateforme, l'application et la gestion d'identité. Par exemple, l'application, c'est moi qui va la gérer. Si elle est up ou bien down, c'est moi en tant que DevOps qui dois la gérer. Donc, je dois faire le monitoring qui va avec. Je dois mettre en place les aspects de disponibilité, de haute disponibilité, l'autoscaling par exemple, et la gestion des identités. Par exemple, en tant que client, si je te donne un accès à AWS avec privilège admin, donc c'est moi qui est le responsable. C'est moi qui t'ai donné bien le privilège admin. Et s'il y a un écrasement de données ou bien une fausse manip qui va être faite sur AWS, c'est moi qui est responsable et non pas AWS. Si je crée par exemple une instance ou bien un serveur et je télécharge la clé SSH et je la partage avec d'autres personnes externes de mon entreprise, c'est moi qui est le responsable. Donc les données, c'est toujours les clients. Donc, pour AWS, elle vous garantit la haute disponibilité pour le calcul, le stockage, la base de données, la mise en réseau, les régions, les data centers, ainsi de suite. Donc, le premier service EC2, donc, c'est la machine virtuelle sur AWS. C'est un environnement de calcul virtuel. On appelle ça instance. Sur Azure, on appelle ça virtual machine. Et sur GCP, on appelle ça Google Cloud Engine. Donc AWS, elle offre de diverses configurations de capacité d'UC, de mémoire, bien sûr, de stockage et de mise en réseau. Par exemple, on va trouver plusieurs types d'instances EC2. Par exemple, ils sont tagués T2 micro, T2 small, T2, TX3, ainsi de suite. Chaque type ou bien chaque tag de modèle, il contient une spécification, une configuration ressource bien spécifique. On peut avoir 1 giga de mémoire avec un vCPU, comme on peut avoir 32 gigas de mémoire sur des machines et 128 gigas SSD. D'accord? Et pour la sécurité, la sécurité de ces instances, on utilise des security groups. Des security groups pour ces instances, ce sont des genres de pare-feux virtuels sur lesquels, bien sûr, on met des autorisations de trafic entrant et sortant. Ce sont vraiment comme des pare-feux virtuels qu'on appelle ça security group ou bien groupe de sécurité en français. Et bien sûr, il y a le volume de stockage. Comme sur VMware, lorsqu'on crée une machine virtuelle, bien sûr, il y a le VMDK, il y a le VMX. Donc, c'est à peu près la même chose. On a EBS. Sur AWS, on appelle ça EBS. Lorsqu'on crée un EC2, donc le système, bien sûr, ou bien le stockage, il est créé dans un service, dans un sous-service EC2 qui s'appelle EBS, Elastic Blob Storage. Donc voici une petite architecture comme ça pour illustrer comment ça fonctionne le C2. Lorsqu'on crée l'instance EC2 qui est en orange ici, donc elle est protégée par un security group sur lequel on va mettre les IP entrants et sortants. On va autoriser les IP avec les ports.
avec bien sûr les ports à autoriser, que ce soit HTTPS, HTTP ou bien SSH. Et cette instance, bien sûr, elle est créée avec un volume dédié qui est EBS. C'est un volume sur lequel il y a le système. Si on installe par exemple un Windows, c'est un lecteur C. Le lecteur C, il va être créé sur un EBS. Et cet EBS-là, on peut lui mettre des snapshots, par exemple, ou bien des sauvegardes pour sauvegarder, bien sûr, notre serveur. Et pour le client, depuis notre ordinateur local, on utilise des clés SSH qui doivent être protégées, bien sûr, pour se connecter via MT-PuTTY ou bien MOBA externe ou bien RDP tout court vers notre instance. Le deuxième service, c'est un service qui fait partie des services de stockage offerts par AWS, c'est le S3. Pourquoi le S3? Parce que il y a le Simple Storage Service, il y a les 3 S dans la nomination de ce service-là. C'est un stockage d'objets, c'est-à-dire qui est conçu pour stocker et récupérer n'importe quelle quantité de données depuis n'importe quel emplacement. Et c'est un service de stockage qui est très simple, qui offre une infrastructure de stockage de données extrêmement durable, hautement disponible. Donc le S3, il est bénéfique pour configurer facilement, bien sûr, les droits d'accès pour chaque fichier, qui peut lire quoi, qui peut modifier, ainsi de suite. Il offre un chiffrement de données et bien sûr, il offre donc le versionning, c'est-à-dire si vous avez un fichier qui a été supprimé donc accidentellement, vous pouvez aller à la version précédente et voir ce qui se passe. Et il est idéal aussi pour faire les sauvegardes, les zip ou bien les gzip que vous faites pour vos applications, elles peuvent être envoyées vers le S3. Maintenant, passons à la démo, Ok. bien sûr. Avant de passer à la démo, juste Allô? pour récapituler, oui, voilà, Oui, on a déjà une question de Ouais, Moussa. allô? Oui, oui, on Ouais, t'entend, Moussa. j'ai des questions. Première question. Le groupe de sécurité dont tu parles au niveau de l'ECD, est-ce qu'on peut dire que c'est son c'est le équivalent qui est NSG au niveau c'est NS, exactement, bravo, NSG au niveau d'Azure? exactement. Ok. C'est l'équivalent. La deuxième question, est-ce qu'on peut dire que le stockage S3 chez Bravo. AWS, c'est l'équipe, le stockage S3, Oui, est-ce qu'on peut dire que c'est le blob au niveau d'Azure? c'est le blob, exactement. C'est l'équivalent T'es de un blob pro storage. Azure, Moussa, t'es un pro Ouais. Azure, toi. C'est l'équivalent de blob storage sur Azure et c'est l'équivalent aussi sur GCP, Google Cloud, du Google Compute Storage Bucket. Il a le même nom d'AWS sur Google Cloud. Bucket Maintenant, aussi. la toute dernière question, est-ce que à partir, je vais dire, d'une infrastructure VMware, est-ce qu'il est Ouais, possible de ouais. pousser, je vais dire que, de Sauvegarde. pousser les machines virtuelles vers un environnement Exactement. Il y a AWS? des services pour faire le move to cloud. Ça, donc, il fait partie du move to cloud. Par exemple, j'ai un data center physique ou bien virtuel dans mon entreprise. Je peux faire donc très très facilement une migration de mon site, que ce soit le serveur est virtuel ou bien physique, vers Azure. Il y a des services et des assistants managés par AWS qui peuvent faire ça. Le premier serveur, il y a le service, c'est Storage ou bien Service Migrations. Il y a un service migration offert par AWS pour faire cette migration des serveurs. Il y a aussi un service manager pour faire la migration des bases de données, qui est Database Migration Service, offert par AWS, et qui est donc très simple qui ne demande pas beaucoup de compétences là-dessus. Voilà. Donc, c'est un move to cloud. On peut donc, ce type de migration, je rappelle que c'est nommé lift and shift. C'est quoi le lift and shift? C'est de prendre un serveur tel qu'il est et de l'envoyer vers AWS, vers Azure ou bien GCP. Ça, c'est du lift and shift. C'est le modèle ou bien le mode de migration vers le cloud le plus simple. C'est de laisser le serveur virtuel ou physique tel qu'il est et l'envoyer vers le cloud. Après, il y a d'autres modèles de migration. Il y a le replatforming, il y a aussi donc le refactoring. Ça, c'est un peu plus avancé et c'est celui qui est le plus demandé dans le monde. Voilà, donc les clients ne migrent pas leurs applications legacy telles qu'ils sont. Pour bénéficier du cloud, il faut passer au pass et il faut utiliser vraiment donc le pass. Il faut pas garder l'OS.
L'OS, donc, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, on parle du serverless et on va voir ensemble dans notre démo le mode serverless. C'est de faire fonctionner une application sans serveur. D'accord? Ça marche, oui. Donc, on passe bien sûr à la démo. Pardon, Monsieur Lockman, j'ai une question Ouais. concernant la sauvegarde. Est-ce qu'il est offert dans le même service S3 ou bien autre chose? Il y a AWS Backup qui est destiné pour ça. Il y a un service backup Un séparé service comme on peut backup, ouais. l'avoir. C'est comme Vim, ouais. Mais il est managé par AWS. Ce D'accord, service-là, bon, il peut sauvegarder les serveurs, il peut sauvegarder les bases de données, il peut sauvegarder aussi les S3. AWS d'accord. Backup. Donc, à partir de ce service-là, donc, est-ce qu'on peut faire une sauvegarde locale dans notre endroit en promesse? Bien sûr, oui. Il y a des targets. Il y a des targets. La bonne pratique, c'est d'utiliser plusieurs destinations. 3, 2, 1. Donc, trois emplacements, deux types de sauvegarde et bien sûr, une sauvegarde en offline, bien sûr, dans des bandes de stockage. Le sauvegarde, c'est vraiment un module qui est dédié. Donc, c'est Ça c'est vague marche. aussi. Ouais, Merci. avec plaisir. Et aussi, donc, si vous avez par exemple Vim Backup en local sur du VMware, vous pouvez sauvegarder des EC2 aussi. Donc, des EC2 vers du local vers le local aussi, ou bien vers le cloud, vice-versa. Je pense aussi pour NetBackup, il est aussi Net supporté par. Backup, oui. Maintenant, tous les fournisseurs des sauvegardes, donc il y a de la concurrence. Il n'y a pas, bien sûr, un service qui tarde chez l'autre. Une fois qu'il est sorti, ben, le concurrent travaille aussi pour bien sûr, faire la même chose. Et c'est le cas des trois hyperscalers, AWS, Azure et GCE. Vous allez trouver à peu près les mêmes services. Mais avec une longueur d'avance chez AWS, vu que c'est le premier cloud public. Voilà. Je parle des microservices, bien sûr, et les autres. D'accord. Bon, on va passer à notre démo, bien sûr. Vous voyez toujours mon écran? Oui, oui. Ok, ok. Donc, là, je suis bien sûr sur la console AWS. Lorsque je clique ici, j'ai bien sûr toute une liste de types de services. Par exemple, dans le mode Compute, un instant, ça s'actualise. Donc, je disais, voilà, donc il y a donc des applications pour l'analytics, pour bien sûr le compute. Le compute, c'est tout ce qui est en relation avec les serveurs, donc les applications, la containerisation aussi. On peut trouver des services dédiés à la containerisation. Maintenant, donc ce sont les services les plus utilisés, les containers, que ce soit ECR pour stocker les images Docker, ECS pour faire tourner ces images Docker en container runtime et aussi Kubernetes Manager. Ça, c'est vraiment un autre sujet à voir et vraiment qui est le plus utilisé. Il y a aussi Database Manager. Il y a des databases, il y a vraiment toute une panoplie de databases, et des différents databases, des databases relationnelles et non relationnelles, des databases dédiés donc au big data aussi, ainsi de suite. Maintenant, pour notre use case, on va aller sur le compute, puis on va choisir EC2, Virtual Server sur du cloud, tout simplement. On va aller sur du EC2. Je vais cliquer sur Launch Instance, lancer une instance. Voilà. Ça charge petit à petit. Maintenant, je vais nommer mon serveur. Je vais bien sûr choisir serveur web 1. Donc, il va contenir une application web. Il y a bien sûr des types d'OS à utiliser. Il y a du Amazon Linux, c'est un système de distribution dédié Amazon qui est basé sur du CentOS. Il y a du macOS aussi, il y a du Ubuntu, Windows, avec les différents Windows serveurs qui existent, Red Hat, SUSE, Linux et aussi Debian. Moi, je vais utiliser Ubuntu par exemple. La version d'Ubuntu, c'est 24.04. Ici, c'est le type d'instance. Comme je vous ai
dit tout à l'heure. Par exemple, le T2 Micro, ils offrent donc une instance, un serveur de type 1 vCPU en processeur, 1 giga de mémoire, d'accord? Et le stockage, je peux bien sûr l'adapter aussi. Là, je dois créer ma clé SSH. Par exemple, je vais mettre key server. Cette clé donc permettra d'utiliser MTPucci par exemple ou bien une autre solution pour se connecter, mais ben, on peut utiliser une connexion via, je vais l'enregistrer en local, une connexion via HTTP. Donc le réseau, je vais laisser tout par défaut, juste pour la démo. Ici, ça c'est le Security Group, le NSG, que c'est l'équivalent de NSG d'Azure. Ça, c'est le Security Group. Je vais faire Allow SSH Traffic, HTTPS et HTTP depuis n'importe quelle destination. Et je peux même utiliser mon IP, autoriser que mon IP. D'accord? Pour l'instant, je vais laisser Anywhere car c'est une petite démo, pas de souci. C'est pas en prod, bien sûr. Donc, pour le stockage, je vais garder bien sûr 8 Go et le type de stockage, je vais le garder standard. Je peux augmenter bien sûr le stockage. Et voilà, donc je peux lancer mon instance. Bien sûr, ça c'est pour la démo. Mais en prod, bien sûr, il y a vraiment des restrictions à appliquer. L'application ne doit pas être en public. On doit donc activer le WAF, par exemple. Le WAF, c'est Web Application Firewall. C'est comme un antivirus qui permet de filtrer les requêtes HTTP, les requêtes de type injection SQL, les DDoS, ainsi de suite. Donc, il y a des services qui gèrent ça. Donc, il y a AWS WAF qu'on peut activer. Voilà, donc l'instance n'a pas tardé à être créée. Je vais cliquer dessus et je verrai que mon instance va être en mode running. C'est parfait. Pour se connecter, je vais la sélectionner tout simplement et je vais utiliser Connect. Ici, donc, je vais utiliser le mode Instance Connect qui permet d'utiliser un onglet web, bien sûr, pour se connecter en ligne de commande à ce serveur-là. Je clique sur Connect, tout simplement. Voilà, donc Establishing Connections. Donc, on voit très bien qu'il y a une adresse publique qui a été créée, car j'utilise un VPC par défaut. Donc, ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc je suis connecté sur mon serveur Linux. C'est parfait. Maintenant, je vais faire un petit update du système, apt get update. Donc, le use case qu'on va faire, c'est d'héberger mon site web qui est sur le Git. J'ai déjà une version de mon serveur qui est ici sur le GitLab. Les gens qui ne connaissent pas GitLab, c'est une solution DevOps, on peut dire que c'est une solution DevOps sur laquelle on peut bien sûr poser notre code applicatif de notre application. D'accord? Et on peut contribuer en tant que DevOps et Dev et architecte cloud. Chacun peut contribuer et on fait des releases avec ce Git, GitLab ou bien GitHub ou bien Azure DevOps aussi. Sur AWS, il y a AWS Code Repo et Code Commit. Il y a vraiment beaucoup de solutions là-dessus. Là, mon code, donc c'est un site web, représente un site web, une application web en HTML et CSS, tout simplement. Je vais prendre cette URL. Je vais retourner vers mon instance EC2 pour, bien sûr, pour déployer mon application web dans un serveur. Par exemple, sur Windows, on utilise quoi? Quelle solution? Si quelqu'un peut me répondre. 2JS, non? Exactement. 2IS sur la partie Windows. Pour la partie Linux, il y a beaucoup de services à utiliser. Par exemple, il y a Apache 2, il y a Nginx, il y a Tomcat, ainsi de suite. On va installer Apache comme solution web qui va héberger notre site web sudo apt-get. Et juste pour info, les amis, en mode DevOps et Cloud, vraiment, le système le plus utilisé, c'est Linux. Windows, c'est pas, c'est pas recommandé pour les DevOps et architectes cloud.
Windows, c'est dédié pour Office 365, pour du SharePoint peut-être, pour l'Active Directory, et surtout, pour tout ce qui est Windows 10, pour gérer les clients Windows, tout simplement. Mais pour les applications qui sont lourdes, qui sont performantes, ben, c'est du Linux. Par exemple, Facebook, le système utilisé, c'est Linux. Twitter, par exemple, n'importe quelle solution mondiale, NASA même, donc elle a ses applications développées en Linux. Donc pour Windows, c'est vraiment pas adapté pour les applications microservices. Donc sudo apt-get install Apache 2. Je mets entrée, je vais confirmer l'installation. Donc l'archive va être téléchargée depuis le repo Linux d'Ubuntu public et elle va être installée. Voilà. Donc je vais essayer de voir si le service est up. Service Apache de status. Ah, pardon. Faute de tab. Apache 2. Voilà, donc il est en enabled et il est activé. Maintenant, je vais essayer de voir si mon serveur il est accessible. Juste un test. Donc, je continue vers le site car il n'est pas sécurisé en HTTPS. Voilà, donc je suis sur la page web par défaut de Apache, de la solution web. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un git clone et je vais coller le repo GitLab qui est celui-ci, qui contient mon code, bien sûr, applicatif. Paste. Je tape sur Entrée. Voilà. Donc, si je mets ls, je vais lister le contenu ici. Je trouverai mon site web qui est le S3 website. Super. Je accède sur ce site, sur ce dossier, pardon. Je vais copier la récurrence, tout, vraiment le tout de le contenu du S3 website vers le répertoire par défaut sur lequel le website ou bien l'Apache est activé. C'est-à-dire l'Apache ou bien le serveur web contient, sur lequel contient donc déjà la configuration activée qui livre les sites web, bien sûr. Dans notre cas Apache, c'est slash var, slash 3w, slash html. Je mets entrée. Ah, j'ai oublié sudo. Voilà, c'est bon. Maintenant, on avait la page par défaut, bien sûr, de Apache. Je vais actualiser et je tomberai sur mon site web, qui est celui-là. D'accord? Donc, c'est très simple, bien sûr. Donc, C'est au très simple lieu pour les de... personnes qui travaillent déjà avec Linux, hein. Pour nous, Ouais. il faut Même, suffit même d'avoir quelques Windows. commandes. Il suffit d'avoir Ah, quelques même commandes. Windows, je peux donc installer un serveur Windows 2IS, puis faire Ouais. ce chantier-là, Bah, de même l'idée, logique. c'est quoi? Dis-moi, c'est que on a installé une machine virtuelle, d'accord? Avec Ouais, Linux, on a installé l'application d'hébergement qui est Apache dans ce cas-là. Et on a hébergé notre site web et on a testé l'accès au site web. Ça veut dire que là, maintenant, il exactement. faut imaginer ça que si on a un client qui souhaite héberger son site web, il va partir chez son développeur, il va lui préparer son dossier comme ça, et Ouais, par la suite, tu vas l'héberger sur une machine virtuelle sur AWS et depuis une adresse IP, ton site web, il sera accessible. exactement. Exactement. Il est accessible vers Internet. Pas besoin d'installer VMware, pas besoin d'installer, d'acquérir un serveur physique. Je peux faire même cette démo et bien sûr résilier, bien sûr. Et même AWS offre des services free tiers, c'est-à-dire gratuits. Par exemple, si j'utilise le type d'instance T2 Micro, tu as la possibilité d'avoir gratuitement ce serveur pendant 750 heures par mois. D'accord? D'accord. Il ne faut pas dépasser les 750 heures de running pour ce serveur-là pour ne pas être facturé. Zéro facturation. D'accord? Un site web doit être ouvert 24 heures sur 24. Bon, c'est du Exactement. marketing, hein. Ça c'est pour le développement. Moi, je suis un développeur. Je ne vais pas donc Ouais, c'est faire pour tester. des Ouais, releases, voilà, exactement. pour débugger, pour tout. Donc, je dois Hmm. donc juste avoir le minimum. Mais en prod, je suis d'accord avec toi, Nabil. Donc, le site, il doit être hautement disponible. Même la machine virtuelle, elle doit être puissante.
en termes de CPU, car elle est en D'accord. prod, elle est en public. Pour un serveur de dev, je peux autoriser que mon IP. Pas besoin d'avoir tout le monde autorisé. OK? Car c'est mon propre espace de développement personnel. C'est Lorman? Voilà, donc, oui, Pardon, c'est Lorman. oui. Avec EC2, est-ce qu'on peut créer des machines AX? Moi, je n'ai jamais utilisé ça, mais je ne sais pas s'ils AX, c'est offrent du du AX. IBM, hein. Je ne crois pas que Ouais. ça va être disponible Je sais, sur du AWS, hein. AX. Oui, le AX, c'est Enfin, le système de IBM et ils sont disponibles que sur les serveurs IBM, hein. A- AX, comment ça s'écrit? AX, comme ça? AIX. C'est AX, oui. C'est la partie Power, yeah. IAX ou bien AIX? AIX, yes. Ah non. Non, 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 je ne non. crois pas que Donc, ça va être Je utilisé. crois pas qu'un cloud peut. Ben, je sais pas. AX, c'est vraiment c'est quelque chose de dédié IBM, comme on a dit. Ouais. d'accord, Moi, personnellement, je n'ai jamais travaillé avec ça. Donc, j'entendais dans le passé du AX, mais ça, donc, je crois pas qu'elle est disponible sur. Tous Mais les ces gens qui machines vont travailler AX, avec AIX, c'est des pros IBM. Du coup, ouais, ouais, il va y avoir un système en entier IBM. Tu vois ce que je veux dire? Sur exact, le ouais. compute, stockage. Il peut pas, oui, il peut pas être opérationnel sur du Ouais, HP ou bien Dell, oui, exactement. exact. exactement. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ouais. J'aimerais bien Ouais, se laisser porter sur ok. AWS. Merci. Ok. Donc là, donc, on vient de faire notre site web qui est notre application web sur du EC2. Maintenant, on passe au deuxième service, par exemple. Juste avant de passer à l'autre service, ça, c'est quel mode de cloud, modèle de cloud on a utilisé pour les gens qui ont bien suivi la presse? Et c'est simple, hein. Ça, c'est du PaaS, non? Non. Ah, c'est du IaaS. Yes, Infrastructure as a Oui, Service. exactement. Pourquoi? Oh, Parce qu'on, parce que ici, dans ce modèle, on va gérer l'OS qui est Ubuntu, on va gérer le middleware qui est Apache et le oui, runtime, mais on n'a la pas data installé et l'OS. l'application. Bah, L'OS il est est installé, c'est préinstallé. Ubuntu. C'est préinstallé, c'est un modèle comme un ISO, Ouais. mais on va le gérer. C'est à nous de gérer Ubuntu, Parce que c'est à pour nous de gérer les moi, services tant que Ubuntu. c'est pas moi qui ai installé l'OS, ça reste dans le PaaS. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est le Ubuntu qui est donc qui est vide, vierge. Il ne contient rien. Ça marche. Donc Oui, je croyais que il vous a offert l'infrastructure, on te donne un non, serveur, non, une adresse IP on de va pas management, ça insérer soit le d'un CD, non. serveur. Non, les CD, c'est AMI. Donc, il n'y a Ok. pas un CD qui va ou bien une clé USB qu'on va installer. Tout ça, c'est déjà prêt Parce à qu'il y a être utilisé. des Ouais. cloud providers qui te donnent l'accès pour même l'installation de l'OS, c'est toi qui s'en occupe. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça, c'est comme OVH, par exemple. Et, Ouais, oui. oui, Ouais, même exactement. AWS, par exemple, ils peuvent vous offrir l'Hyper-V ou bien le VMware. Ils peuvent vous offrir un VMware et vous pouvez choisir l'OS pour installer Mais, à mais je zéro. pense, Suivant, mais je suivant, suivant. pense, mais je pense, Nabil il parle de la partie OS Hardening par l'entreprise. Mais pour les templates qui sont générales, ils sont Ouais, déjà offerts par le cloud, je pense. Exactement. ouais, Oui, exactement, oui. Oui. ouais. Donc, ce modèle-là, c'est Lochman. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'on a utilisé l'infrastructure as a code? Non, Parce non, qu'on non, non. Non, non. L'infrastructure as a code, c'est toutes ces étapes qu'on a fait manuellement, c'est-à-dire on part sur EC2, lancer une instance et choisir la configuration et tout ça doit être scripté. Ça, c'est pas de. Donc, Preview Code, par exemple, je sais que ils ont console code. C'est de coder tout ça via Terraform, par exemple, ou bien via Cloud Formations. On peut voir ça s'il y aura une formation après. On peut voir ça Oui, une formation de plus A à Z. développée, oui. Donc, ça, Car c'est host service, c'est ça? Ce n'est c'est- pas host video. Ce n'est pas IaaS, utilisé. c'est un mode de déploiement de Ah, d'accord. l'infrastructure. Ouais, c'est comme Ansible, si vous connaissez Ansible. Oui, oui. Ansible permet d'installer par exemple, des virtual machines ou sur le web promise avec des configurations. Par exemple, cette configuration, il peut installer via un script, une template ou bien un YAML qui va installer le type de machine VMware avec la configuration CPU, lorsqu'il va avec l'OS, les types d'OS, ainsi que le framework, ainsi que l'application.
Ça, c'est l'infra as code. On ne touche pas à la console, on ne met pas suivant, choisir avec la souris. Donc l'infra as code, c'est tout à fait géré par, entièrement Nickel. géré par du script, oui, des templates YAML. OK? D'accord. Pour assurer la portabilité, pour assurer les environnements ISO, car dans des entreprises, on ne trouve pas un seul environnement, on trouve trois environnements au minimum. Par exemple, un environnement de dev, un environnement pré-prod et prod. D'accord? On prépare un environnement de dev avec de l'infrastructure as a code, on variabilise les noms de serveurs, les tags, les types de réseaux, ainsi de suite. Puis, avec un seul clic ou bien une pipeline DevOps, on doit avoir des environnements ISO. C'est-à-dire, en dev, on doit avoir la même chose en int et en prod. On doit juste changer les types de ressources. Par exemple, en dev, je vais utiliser 1 giga de RAM. En prod, je dois utiliser 20 gigas de RAM pour mon application. C'est ça ce qui diffère. Et on ne peut pas donc voir tout ça dans cette séance, Oui, mais vu que... bien sûr, l'idée, c'est Donc ça, d'avoir c'est donné un vraiment, avant-goût. Oui, c'est Exactement, exactement. c'est de vraiment, savoir c'est comment très ça vaste, hein. fonctionne. Ouais, Non, ouais. mais c'est les basiques, sûr. Bien sûr, C'est- il faut savoir qu'on aura une formation avec Lokman plus approfondie, une formation certifiante à AWS pour les personnes qui sont intéressées. Bien sûr, ils pourront vous contacter. On prévoit ça dans les prochaines semaines pour les personnes qui souhaitent être certifiées en AWS. D'accord? ouais. Ok, ok. Donc là, on va aller sur le deuxième type de service qu'on a donc On a vu vu aujourd'hui, c'est la le S3. S3. Ouais. Ouais, le stockage. Donc le S3, donc on va créer un bucket. Un bucket, c'est un élément qui sépare nos données. C'est, on peut dire un dossier ou bien un compartiment. On va créer un bucket sur lequel on va mettre nos données. On va l'appeler my demo bucket, par exemple. Puis, je vais le créer tout court. Je peux activer le versionning, je peux activer plusieurs options. Je vais Pareil. créer Ouais. cette bucket-là. Un instant. Je dois changer peut-être le nom, car le nom il doit être unique, car c'est en interne. 001, par exemple. Je crée ma bucket. Voilà. Donc, voici mon bucket qui est créé. Après, pour télécharger, pour uploader mes données, On upload et on met ici, c'est voilà, faisable. c'est ça, tout simplement. On va essayer de voir. Donc, j'avais déjà cloné le même repo. Le même repo, je l'avais cloné en local. Un instant. Tac. Coordonnées fichier. Pas de souci. Je vais essayer d'utiliser le Cloud Shell. Le Cloud Shell, c'est un terminal qui est gratuit que vous pouvez l'utiliser en tant que DevOps, en tant qu'ingénieur cloud ou système, pour bien sûr gérer les ressources via ligne de commande. Ces ressources-là, cloud, AWS, sachez que vous pouvez les gérer via ligne de commande, AWS CLI. On ne D'accord? peut pas juste prendre un fichier, l'uploader depuis notre machine vers le cloud. Ouais, ouais, je peux le mettre. Ouais, un instant. C'est possible. Je vais juste chercher le document. Téléchargement. Je l'avais mis. Voilà, AWS démo. Voilà, j'ai trouvé le dossier. Donc, j'ai mon répertoire qui est ici. D'accord? Je vais sélectionner le tout et je vais le glisser, tout simplement. Voilà, et je vais uploader. J'ai uploadé L'idée, c'est... Ouais. tout le contenu de mon site web. Voilà, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir tourner le site web depuis le S3. Ouais, exactement. Donc, c'est un autre type de déploiement de notre application. Ok. Donc, on va uploader le site web, bien sûr. Ça dépend de fréquence d'upload, de fréquence de votre connexion Internet, car c'est depuis le local vers le navigateur qui est le AWS. C'est pour cela que je voulais utiliser le Cloud Shell, car je souhaitais donc cloner le repo sur le Cloud Shell et l'uploader, car je resterai sur le AWS, sur l'infra AWS.
Maintenant, donc, En on attendant que va. ça se télécharge, j'ai une question. Tu vois, côté AI, qu'est-ce Ouais. que, qu'est-ce que ça propose AWS? Est-ce qu'on peut, par exemple, Ah, il y a créer Amazon des Q, engines, ouais, des LLM. des engins en fait en français sur AWS pour pouvoir lancer, je sais pas, créer des chatbox ou autre. Oui. Oui, oui, il y a carrément toute une panoplie de services proposés par IA. Il y a le robotique, il y a bien sûr IA, Internet machine of learning. Things, ouais. Voilà, donc voici les services offerts par AWS. Ok, Chacun donc a ses propres, bien sûr, avantages et sa propre cas de figure, d'usage pour créer des chatbots, pour créer des Gen AI, des modèles Gen AI ok, personnalisés via des LLM, ainsi de ok. suite. Oui. C'est comme le copilote sur, par exemple, Azure, bien Azure, ouais. Microsoft. Pour GCP, il y a le Vertex IA, il y a Gemini. Et pour AWS, il y a aussi des services dédiés pour l'IA. Amazon Q aussi, c'est un GenAI proposé par AWS. GenAI, c'est-à-dire je lui pose des questions, il me donne des solutions pour débugger, il Generally, me donne des. Voilà, ouais. c'est ça, comme ChatGPT. Voilà, donc j'ai eu donc mes données qui sont livrées sur ma baquette. Maintenant, je vais essayer d'activer, bien sûr, le web, le hosting statique. Je vais aller sur propriété, OK? Par la suite, permission. Je vais éditer le permission du public access. Je vais l'activer, activer le public access pour que mon site web soit accessible. Et je confirme. Par la suite, je dois créer une policy via l'ARN. L'ARN, c'est l'identité ou bien l'ID du service. Un service créé égale à un ARN créé. C'est un ID du service. Un EC2 possède un ARN. Un S3 aussi, pareil. Une base de données, pareil. Voilà, donc je vais essayer de voir donc, la policy. Donc, elle est disponible bien sûr sur la documentation officielle d'AWS. Je vais ici juste remplacer cet ARN par défaut par celui-ci. Donc, cette policy, qu'est-ce qu'elle dit? C'est elle allow, bien sûr, elle autorise le Il autorise. public read get object. C'est-à-dire que lorsque je vais donc solliciter, bien sûr, les éléments via mon navigateur, je peux faire un read des données pour que mon site web, bien sûr, soit accessible. Je vais sauvegarder. Voilà. Et la dernière étape, bien sûr, c'est activer le web hosting. Propriété. Tout en bas, il y a ici la partie statique web hosting. Je vais l'éditer, bien sûr, et l'activer. Donc, je dois pointer sur un index, bien sûr, qui va me rediriger vers les autres éléments de mon application. .html, si donc une page d'erreur, si le service ou bien contient des erreurs, ou bien le site web, j'enregistre, voilà. Et vous allez remarquer tout en bas qu'une URL a été créée par AWS qui porte le nom de ma baquette. C'est pour cela que je vous ai dit que le nom de baquette doit être unique pour AWS. Et même pour Azure et GCP, c'est la même chose. Les baquettes et les blob storage doivent contenir des noms uniques. Donc, je vais copier l'URL. Je vais essayer d'accéder à cette URL, bien sûr. Je continue. Et voilà. J'ai mon site web qui est Mhm. accessible, mon application qui est accessible. D'accord? Intéressant Donc, comment héberger un site web voici pour, ouais, exactement. Donc, voici donc l'URL accessible depuis mon serveur virtuel, qui est la machine virtuelle, qui est le modèle IaaS. Et voici l'URL que je peux utiliser en mode serverless, c'est-à-dire sans serveur. sans Je n'ai serveur. pas à Mhm. me soucier de l'OS. Par exemple, s'il y a une upgrade de Mhm. l'OS Ubuntu, un service qui se stoppe, qui est Apache, une saturation de stockage ou bien autre incident système, Et la bande moi, passante, ça pose pas de problème s'il y a non, trop ça, accès c'est à ce illimité. dossier. Ah, c'est illimité.
pour S3. La bande passante, c'est déjà géré par AWS. Très intéressant comme solution, Ouais. ça. Ouais. Maintenant, on va faire un petit laps de DevOps si vous avez de la dispo. Je sais pas. Ça doit prendre combien de temps? Ah, Euh, Juste une question, si vous permettez, ouais. par rapport à l'utilisation de S3, euh, euh, comparé à l'utilisation Oui. d'un serveur local. Normalement, ça engendre Donc, des frais supplémentaires, c'est ça? ben, ça engendre des frais supplémentaires par rapport à quoi? Par rapport au business ou bien par rapport à l'hébergement? La Par rapport au solution. business, tout à fait. Par rapport au Business. business. C'est-à-dire, Mhm. je vais juste essayer de clarifier un peu ma Ouais. question. Si on utilise enfin, une EC2 avec un serveur local où il y a Un notre EC2 code. avec un serveur local. J'ai Oui. pas compris. Non, EC2 non, en avec un fait, serveur. le site Un web, S3, S3. Un S3 le avec un site serveur web local. en local, exactement. En local, d'accord? En Oui. le comparant avec une solution S3. où, voilà, exactement. Ouais. Bah, les Est-ce avantages que, de chaque solution, c'est ça? oui, une petite comparaison. Est-ce que Mhm. le fait d'utiliser S3, ça va nécessiter de payer dans un environnement de production, bien entendu, ça va Bien sûr. nécessiter de payer plus si on le compare à l'autre solution? Pas vraiment, car en local, tu vas payer la licence de ton serveur physique, tu vas payer la licence de ta solution de virtualisation, tu vas payer Mhm. l'alimentation de ton serveur, tu vas payer la climatisation de ta salle technique, tu vas payer bien sûr l'administrateur système qui va gérer le système de ton application, puis tu vas payer le développeur. Et Avec S3, un autre tu vas serveur payer. de secours. Un autre serveur de Ah ouais, secours, parce que un c'est jamais autre un serveur de serveur tombe en secours. panne, il Voilà, va. c'est ça. Avec AWS, tu vas payer juste le développeur. Oh, D'accord? oui, Et AWS. et le service S3. Exactement. Oui. OK. Et tu vas payer aussi la bande passante sur ton local, sur ton serveur local, hein. Parce que tu ne peux Car pas la bande utiliser passante, comme ça, c'est sur une connexion ADSL, tu vas avoir une ouais, ligne Oui, une ligne connexion, oui. redondante, pas ouais, une ligne, deux lignes deux redondantes. lignes Tu- redondantes, exactement. Avec l'IP public, avec le nom de DNS aussi, ainsi de suite. Ici, tu peux. Oui, 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 tout à fait. Oui. En fait, ma question, c'était juste si on Ouais, rajoute un ouais, service, ouais. ben, ça rajoute des frais supplémentaires. Bien C'était juste sûr, ça. bien sûr. Donc, c'est OK, du pay OK, super. as you go. C'est pour OK, cela que super. nous, on est appelé à choisir les bons services pour les clients. Car il y a un client qui vient, il va déployer un EC2, il ne va pas donc bénéficier du cloud à 100%. Il va choisir le Mhm. premier modèle qu'on vient de voir, Ouais, sachant qu'il peut payer moins avec du S3. C'est ça, c'est là où entre l'expertise. Et là, donc, ouais. le client va se plaindre, il va dire, waouh, donc je paie plus sur le cloud. Qu'est-ce que tu utilises? J'utilise un serveur virtuel EC2 avec 16 gigas de mémoire pour mon site web statique. Et bien Mhm. là, tu interviens, tu vas lui dire non. Tu as la possibilité de réduire ta facture vers 70% ou 2 mois en utilisant le service S3. Et voilà. Donc c'est là où on a l'expertise. D'accord. D'accord? OK, merci. Merci pour la Euh, clarification. Avec plaisir. c'est donc une question Oui, concernant, je vois que le EC2 prend le nom de domaine d'Amazon AWS. ouais, C'est pourquoi qu'on voulait garder le nom de domaine de l'entreprise. Est-ce qu'on doit ouais, avoir un autre service? Euh, exactement. Ouais. c'est quoi Vous ce pouvez donc, service-là? pour AWS, il y a le Route 53. Le Route 53, c'est le service qui gère les noms de domaine du C'est service. équivalent de Intra-ID, c'est ça? Non, Intra-ID c'est pas d'Azure? Intra-ID. Non, c'est pas Intra-ID, c'est juste le DNS. Ah, d'accord, le DNS, Ouais, là. ouais. C'est qui gère les zones DNS. Tu crées une zone, par exemple, monentreprise.com. Sur cette zone-là, tu vas utiliser des CNAME, des alias, n'importe ce que tu veux. Que D'accord, par c'est la le suite, on rôle. pourrait utiliser chez un fournisseur de Exactement. domaine. Monentreprise.com. Je peux créer une zone monentreprise.com sur Route 53 et je peux créer un enregistrement qui pointe vers le C2 ou bien vers S3, vers le nom S3. Et je peux faire des autorisations pour que mon site soit accessible que
par le nom DNS de mon entreprise en public. Donc, est-ce qu'il est obligatoire de faire une synchronisation entre le on-premise, le DNS on-premise, ou bien juste on le crée sur Amazon, il n'est pas obligatoire de faire ça? Il doit être juste être disponible. Non, mais quel DNS? Le Tu DNS parles du DNS on-premise. public? Non, c'est le on-premise, celle de l'entreprise. Par exemple, Le- les noms créés. Ce n'est pas Ça, c'est de l'intranet, obligatoire. c'est pas de Ça, l'Internet. c'est de l'intranet. C'est Active Directory. Tu vois ce que Oui, je veux dire? exactement, oui, oui. Oui, ça, c'est Ouais, autre là, chose. tu peux utiliser donc le service qui est géré donc sur Adobe, sur Amazon, qui est je crois, Amazon ID, ou bien je me rappelle plus du nom. Un instant. Intra ID. Je tape ici Active Directory. Hein. Il y a du Active Directory Manager, il y a Directory Service. Ouais. Le Directory Service, c'est l'équivalent de Intra ID. Il D'accord, va synchroniser avec ton DC, ton contrôleur de domaine local. Et tu d'accord, peux parfait. ajouter tes serveurs EC2 dans ce Dans domaine-là. l'intranet, oui. Oui, D'accord, en intranet, c'est ça. Oui, d'accord, merci, merci. avec Oh, plaisir. Voilà, alors rapidement, si tu peux faire une. Oui, rapidement, alors, Ouais. maintenant, une petite démo sur le DevOps. Ouais, bien sûr. Pour le DevOps, en tant que DevOps, maintenant, on a installé manuellement, bien sûr, notre site web sur S3. Maintenant, l'entreprise vient donc de me dire que les développeurs doivent livrer à chaque fois et doivent, bien sûr, automatiser le déploiement vers le S3 depuis le GitLab. Le GitLab, c'est bien le terrain de jeu des développeurs. Les développeurs, lorsqu'ils codent son application, ils pushent vers le GitLab ou bien le GitHub ou bien une solution Git, que ce soit Azure DevOps ou autre. D'accord? C'est là où je vais bien sûr entrer, bien sûr, au terrain pour créer une pipeline DevOps. Je vais aller sur GitLab, bien sûr. Je vais éditer en Web IDE et je vais créer une pipeline DevOps, une pipeline qui permet de faire le déploiement continu de mon application. Comment ça se passe? Je vais créer un fichier .gitlab-ci.yaml. Ce GitLab-là, donc j'ai déjà préparé un bout de code de ma pipeline. J'aime bien juste comprendre le concept. Le but, c'est quoi? La livraison continue. Automatiser Automatiser la livraison continue. En tant que DevOps, je D'accord. dois donner aux développeurs la possibilité de livrer le contenu, les releases de son application, les Entre contributions applicatifs, la résolution des problèmes sur le applicatifs. S3. Voilà. Car OK. les développeurs, ils utilisent une solution Git. Donc OK. voilà, pour toutes les applications en monde entier, ils utilisent du Git. L'application doit être versionnée. Le code doit être versionné, bien sûr. Donc ici, il y a le stage. Le stage, c'est l'étape, on peut dire. L'étape, je vais choisir une seule étape, par exemple, deploy. Donc, l'étape deploy, il va contenir un job qui s'appelle deploy to S3. C'est-à-dire que le code, il va être automatiquement déployé vers mon S3 Vers qui a été le déjà S3. créé. Oui. Oui. Après, je vais utiliser une image Docker qui va être utilisée par le GitLab Runner. Un GitLab Runner, c'est un serveur virtuel sur lequel il automatise, il exécute des scripts pour faire de la livraison et du déploiement. D'accord? Après, en utilisant cette image containerisée par GitLab, qui est Python 3.8, mon job va lancer des commandes shell. La première commande, c'est l'installation du AWS CLI, bien sûr, avec cette commande-là. Puis, il va afficher la version d'AWS CLI. Puis, il va afficher un message indiquant le déploiement du site statique vers S3. Puis, il va faire une copie, une synchronisation entre entre le contenu du Git vers le S3 pour livrer, bien sûr, la contribution des développeurs. En utilisant la commande AWS S3 Sync, point, signifie donc tout le contenu de mon GitLab, puis l'URL du De S3 l'S3 où on intra. va mettre. Oui, Oui, c'est clair. ça c'est l'URL pour intra, pas l'URL qu'on utilise pour accéder au site web. C'est une URL utilisée par l'API AWS.
D'accord? Et elle est variabilisée. Donc, j'ai variabilisé le nom du S3. Je vais le nommer, bien sûr, comme on avait fait ici. Le nom, c'est... Pardon. Je dois retourner vers... Là, le My Bucket, ouais. Un instant, un instant, un instant. Ici. Je dois retourner vers My Bucket. Je prends le nom, juste le nom. Voilà. My Bucket. Je retourne vers mon IDE. C'est comme VS Code. Ça, c'est un VS Code en ligne. Puis les access key ID et access key secrètes, je peux les récupérer depuis la partie IAM ici. Ce sont les secrets de mon code, de mon compte ici. ok, ouais. Je les ai C'est déjà ton compte. faites. Ok. Ouais. C'est l'access key pour s'authentifier tout simplement. Ces access keys sont utilisés via les commandes CLI. J'utilise, voici mon user. Mon user ici, donc avec lequel je suis authentifié, est nommé cloud underscore user. Et je vais générer un C'est secret, tout un simplement. compte de test, c'est ça? Exactement. C'est un compte de test. J'ai déjà donc généré ça. J'ai déjà généré un secret. Il faut juste aller ici et faire générer un secret tout en bas. Des key access, c'est ouais. Create access key, voilà. Create access key, il va générer un secret. Moi, Elle je est l'ai déjà, déjà, voilà, elle est déjà une access key, ouais, je voilà, c'est l'avais ça. déjà fait. Un instant. Je copie juste l'access key ID. Je le mets ici. Bah, je l'ai mis en dur juste rapidement car je dois le mettre dans un variable GitLab CI qui ne doit pas être affiché ici. J'ai juste pour le lab, je vais le laisser comme ça, d'accord? Je vais coller le secret, l'access key et le secret, c'est bon. Et je vais faire un petit changement sur mon application, sur l'index. Par exemple, ici, on a sur cette phrase-là, sur l'accueil, Site templated, by template for AWS EC2. Je vais la remplacer par S3 CI/CD, S3 DevOps par exemple. OK? Ok. Maintenant, si on retourne vers mon application, là, je peux fermer ça. Donc ça, c'est S3. Donc j'actualise, on voit très bien que sur l'accueil, j'ai bien sûr for AWS EC2 démo. Là, je vais pusher, je vais committer. J'ai changé, le développeur a changé son code, il Ouais. va committer. Je vais committer. Et une fois que je retourne sur mon projet, je pars sur Pipeline DevOps. Je vois qu'un job a été runné Ouais. sur un serveur background de GitLab. Si j'entre ici, je vois l'output du serveur. Là, je vois les containers qui ont été téléchargés par l'exécuteur, le runner. Puis il va passer aux autres étapes pour, bien sûr, envoyer le code vers le S3. Donc le développeur, il va juste envoyer, committer. Il ne va pas voir ce qui se Il se passe passe sur derrière, ouais. AWS. Il va juste checker l'URL. Oui. Une fois le job est en success, il va checker l'URL. Il va voir que sa release ou bien sa version a bien été déployée. Là, on a job succeeded. C'est parfait. On retourne vers le S3. Là, on voit très bien AWS EC2 démo. J'actualise. Le développeur va actualiser. Voilà. Je vais faire une nouvelle. Un instant. Pic, banner, c'est bon. Tac. Je actualise. Normalement, ça doit donner un autre message. Il était bien exécuté, le script? Oui, il est bien exécuté. Tac. Voilà. Il a pris un petit peu de temps. Ouais, c'est normal. Normal parce que ça se passe via Donc, le cloud. oui, le cache. Il y a aussi le Cache, cache. Tu exactement, dois du donc cache vider un petit ouais, ouais, du ouais. navigateur. Navigateur, tu as raison, oui. Ouais. Je
crois que Donc c'est très voilà, clair, donc hein. Je crois c'est que c'est une très clair. démo Ouais. DevOps. Donc je push et ça modifie, tout simplement. Bien sûr, il y a bien sûr d'autres démos à Bah, explorer. moi, je vois beaucoup de choses, hein. Je vois, en Très, ouvrant très, avec la partie service, je vois il y a beaucoup de choses qui exactement. sont intéressantes. Il y a des modules, en fait, il y a le module networking. Il y a des services proposés pour le networking, pour gérer le networking de votre application, car il y a des applications qui utilisent des containers as a service avec des bases de données. Et tu dois bien sûr faire des livraisons, c'est ICD pour ça. Tu dois en premier temps provisionner l'infrastructure. On parle du provisionnement d'infrastructure via l'infra as a code, via Terraform et via Azure DevOps peut-être, puis faire des pipelines CI/CD pour livrer l'applicatif, la partie dev. Donc il y Ouais. a deux phases. En tant que DevOps, vous devez provisionner, faire des pipelines de provisionnement d'infrastructures pour créer les services, puis passer au pipeline pour faire du CI/CD applicatif, le code. Qui est l'exécution et le coding, exactement. Ouais, ouais, je crois que c'est très clair cet exemple. Je te remercie beaucoup, Lokman. Je sais que Avec demain, plaisir. demain, c'est un lundi avec le Ramadan. Ouais, Je te ça va être un petit peu difficile. Voilà, c'est pour ça que je te remercie infiniment pour le temps que tu as. avec plaisir. Voilà. Pour les personnes qui sont intéressées par le sujet, comme j'ai dit, sachez qu'il y aura une formation qui va être délivrée par Lokman. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter pour voilà, pour passer une formation de week-end, une certification par la suite. Si vous êtes intéressé à joindre, plutôt à commencer à travailler sur AWS tant que solution. Sinon, en fait, il me reste que vous remercier tous pour votre temps. Et la session, voilà, il serait partagée par la suite sur le groupe. Merci à vous, merci à Hamza, Tarek, Ali, les gens qui ont pris le temps de suivre jusqu'à la fin parce que ce type de formation, et c'est notamment le cloud, c'est dédié par des sujets où c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas intéressant pour tout le monde. Il y a des personnes qui souhaitent juste comprendre c'est quoi le cloud. Ils ne veulent pas vraiment aller jusqu'au bout. Du coup, ça dépend de est-ce qu'on travaille ou pas avec AWS ou donc solution. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre temps et merci beaucoup, Merci à vous Lokman. également. Avec plaisir. Avec plaisir. Et voilà, la suite de notre bootcamp, ça va se faire au cours de la semaine, d'accord? Suivez-nous sur le groupe. Je vous donnerai la date de la prochaine session, Inch'Allah. Merci beaucoup, Lokman. Passez une Avec très bonne plaisir. soirée. Allez, bonne nuit. Merci. Merci. Merci à Merci. Merci, les tous. gars. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée.